Il existe un dossier, quelque part dans les archives de la Loubianka, qui porte une date de péremption. Au-delà de 2034, il sera peut-être consultable. En attendant, il dort. Et depuis 65 ans, autour de ce dossier, tourne une histoire que personne n'a jamais vue, mais que tout le monde raconte. Cette histoire commence dans le froid, à 1500 km à l'est de Moscou, en janvier 1959. 9 jeunes gens partent en ski. 9, pas 8, pas 10, 9. Et aucun d'eux ne reviendra. 1959. L'Union soviétique vit encore dans l'euphorie inquiète de l'après-guerre. Staline est mort depuis 6 ans à peine. Khrouchtchev a prononcé, 3 ans plus tôt, son fameux discours au 20e congrès du parti, celui où il a dénoncé les crimes du culte de la personnalité. Le Spoutnik tourne autour de la Terre depuis octobre 57. La course à l'espace a commencé. Et pour une jeunesse urbaine, soviétique, diplômée, le tourisme sportif est devenu une manière de se prouver qu'on est vivant. On s'inscrit à une randonnée de catégorie 3 sur une échelle qui en compte 5, et l'on part avec sa tente, ses skis, sa boussole, dans les montagnes de l'Oural. C'est un acte de courage ordinaire, presque banal. C'est ce que font, en cet hiver 59, 9 étudiants et jeunes diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural, à Sverdlovsk, aujourd'hui Yekaterinbourg. Leur chef de groupe s'appelle Igor Dyatlov. Il a 23 ans. Il est en 5e année de radioélectronique. Il a déjà conduit plusieurs expéditions, dans l'Oural et en Sibérie. Il parle peu, il écrit beaucoup. Son journal de route est précis, presque tatillon. Météo, heure, pause, trace, azimut. Le reste du groupe, ce sont des garçons et des filles entre 21 et 24 ans, plus un homme de 38 ans, Semyon Zolotaryov, instructeur officiel du club, dont le parcours est plus difficile à lire que celui des autres. Zinaïda Kolmogorova, 22 ans, est en 5e année à la faculté de radiotechnique. Lyudmila Dubinina, 21 ans, est en 4e année à la faculté de construction. Georgi Krivonichenko, 24 ans, vient de finir son diplôme, et c'est lui qui a déjà travaillé sur un site sensible. Alexandre Kolevatov, 24 ans, est à la faculté de physique et technologie. Roustem Slobodin, 23 ans, Yuri Dorochenko, 21 ans, Nikolai Thibault-Brignol, 23 ans, forment le reste de l'équipe. Un 10e membre est inscrit. Il s'appelle Yuri Yudin, 21 ans, et il est malade. Le groupe quitte Sverdlovsk le 23 janvier par le train, arrive à Ivdel, prend la route jusqu'au village de Vidjaï, dernier point habité avant les montagnes. Le 27 janvier, il quitte Vidjaï. Le 28, Yudin, qui souffre d'une névralgie et d'un début de sciatique, fait demi-tour à la 2e du Nord. C'est un poste forestier isolé. C'est là qu'il s'arrête, et c'est là qu'il apprendra, des semaines plus tard, que les 8, bientôt 9, ne sont jamais revenus. Lui sera le seul survivant. Il mourra le 27 avril 2013, à 75 ans, reposant aujourd'hui au cimetière Mikhailovskoï de Yekaterinbourg, parmi ceux qu'il a laissés dans la montagne. Le programme prévoit que le groupe doit, au plus tard le 12 février, donner signe de vie depuis le village de Vidjaï, où des camarades les attendent pour la fête de retour. Le 1er février, silence. Le 2e février, silence. Le 5e, silence encore. À Sverdlovsk, on attend. On se dit qu'ils sont retardés par la neige, qu'ils ont trouvé un autre chemin, que la météo les bloque. Personne ne s'affole tout de suite. C'est seulement à la mi-février que l'alerte est donnée. Le 20 février, les recherches commencent enfin, sérieusement, avec des hommes, des chiens, des avions. C'est le moment où, normalement, on retrouve des survivants. Ce ne sera pas le cas cette fois. Le 26 février, une équipe de sauveteurs arrive sur le versant du Kolatsiakl. La montagne s'appelle, dans la langue des Mansis, le peuple autochtone de la région, quelque chose comme la montagne morte. C'est un sommet nu, sans gibier, sans bois,
un plateau de vent et de pierre. Kolatsiakl, c'est la version que l'on trouve sur les documents de l'époque, et qui signifie non pas une malédiction, mais simplement l'absence de vie. La légende du lieu interdit, des Mansi chassant les intrus, est une construction des années 90. À l'époque, personne ne parle de cela. C'est une montagne, froide, balayée, et c'est tout. Les sauveteurs, en cette fin de février, voient d'abord la tente, et ce qu'ils voient les arrête net. La tente est là, sur le versant, vers 1100 mètres d'altitude, à 1h30 de marche du grand cèdre qui marquera plus tard la carte. Elle est à moitié affaissée sous la neige, écrasée par le poids des semaines, mais visible. Et elle est lacérée. Pas découpée de l'extérieur, déchirée depuis l'intérieur. L'experte Henrietta Tchourkina l'établira formellement en avril en examinant chaque fibre. Les coutures ont cédé sous la poussée venue de l'intérieur. Quelqu'un, à l'intérieur, a ouvert la toile de force en pleine nuit, dans le froid. À l'intérieur de la tente, il y a tout. Tout ce qu'on emporte pour survivre. Les chaussures chaudes, les vestes, les appareils photo, le journal du groupe, la nourriture, les skis dehors, encore plantés. Tout est là, intact, en ordre presque. Les gens manquent. Et la température, cette nuit-là, est descendue à moins 35 degrés. Autour de la tente, sur la neige, des traces. Des traces de pieds nus, ou chaussées de chaussettes seulement. Des traces qui descendent le versant, en lignes divergentes, comme des gens qui courent, sans but, dans la nuit. Plus bas, vers le grand cèdre, à 1,5 km de la tente, 2 corps. Dorotchenko et Krivonitchenko, allongés près d'un feu éteint depuis longtemps. Ils ont des brûlures aux mains. Ils ont essayé de se réchauffer. Ils ont essayé de faire du feu avec ce qu'ils avaient sous la main. Le froid les a eus. Un peu plus haut, entre le cèdre et la tente, 3 autres corps. Diatlov, Kolmogorova et, retrouvé le 5 mars, Slobodine. Tous 3 tournés vers le camp, vers la tente. Ils essayaient de remonter. Il restera 4 disparus pendant des mois. Doubinina, Zolotaryov, Kolevatov, Thibaut Brignol. La neige les a cachés. Ce n'est que le 4 mai, à la fonte, qu'on les retrouve dans un ravin, sous plusieurs mètres de neige, près d'un petit plancher de branches qu'ils avaient tenté de construire pour s'isoler du sol. Et c'est là que l'affaire bascule dans l'inexplicable apparent. Le légiste, Boris Vozrodeny, consigne sur ses procès-verbaux des choses qui ne devraient pas être là. Doubinina et Zolotaryov présentent de multiples fractures de côte, bilatérales, symétriques, typiques, selon ses propres mots, de ce qu'on voit dans un accident de voiture à grande vitesse, ou dans une chute de très haut, ou sous l'effet d'une onde de choc. Mais aucune lésion externe. Aucune ecchymose visible sur la peau. Aucune trace de coup. Thibaut Brignol, lui, a une fracture du crâne, sans plaie extérieure correspondante. Plus tard, quand on rouvre les rapports, on notera autre chose. Les corps du ravin ont passé des mois dans l'eau de fonte, au fond du torrent. C'est cette eau qui a détaché lentement certains tissus. C'est cette eau qui explique que la langue de Doubinina manque au moment où on la retrouve, et que ses yeux ne soient plus là. C'est cette eau qui donne à sa peau, et à celle des autres corps du ravin, cette teinte brun-orangé qui frappera tant les sauveteurs. Ce ne sont pas des marques de violence. C'est ce que fait la nature à un corps resté 3 mois sous la neige, puis dans l'eau de fonte. Mais il reste les fractures, et il reste, sur certains vêtements, dont ceux de Krivonitchenko, une contamination radioactive faible mesurée à la fin de 59. Cette mesure-là, on l'a. Elle est documentée, elle est authentique. Et elle s'explique, donc c'est ce qu'on verra dans la partie suivante, par le passé professionnel de Krivonitchenko, qui a travaillé au combinat Mayak, près de Kishtim, sur le site connu sous le nom de Tcheliabinsk 40, et qui a participé au nettoyage après l'explosion de cuves de déchets du 29 septembre 1957.
Une catastrophe réelle, longtemps niée par Moscou. Pour l'heure, l'enquête commence. Elle est confiée à Lev Ivanov, procureur criminaliste de la région de Sverdlovsk. C'est un magistrat soviétique expérimenté, sérieux, compétent, qui va conduire l'instruction selon les règles de son temps. Il interroge, il mandate des expertises, il publie même, à un moment, un appel dans la presse locale pour relancer les recherches et recueillir des témoignages. Tout cela est réel. Tout cela est documenté. Tout cela est encore consultable aujourd'hui aux archives d'État de la région de Sverdlovsk. Le 28 mai 1959, Ivanov signe la décision de classement. Elle tient, en russe, en 9 mots devenus célèbres. Les touristes ont péri sous l'effet d'une force élémentaire à laquelle ils n'étaient pas en mesure de résister. Force élémentaire. Insurmontable. 9 mots en guise de réponse. Et c'est sur ces 9 mots que tout va se construire. Car ce qui n'est pas dit dans ces 9 mots est plus important que ce qui est dit. Qu'est-ce qu'une force élémentaire en février, dans l'Oural, à 1100 mètres, qui tue 9 jeunes en quelques heures, qui les fait fuir sans chaussures hors de leur tente, qui brise des côtes sans laisser de marque, qui brûle des mains et laisse des corps à différentes distances? Une avalanche? Le vent? Une boule de feu venue du ciel? La formule d'Ivanov ne tranche pas. Elle n'a pas à trancher. Elle ferme un dossier. Elle n'ouvre pas une enquête. Et c'est ici que commence la légende. Parce que, lorsque l'État soviétique choisit de ne pas expliquer, d'autres, plus tard, choisiront d'expliquer à sa place. Yuri Youdin, le survivant, aurait dit, rapporte-t-on, jusqu'à la fin de sa vie, ces mots que l'on se transmet. Ils ne sont pas morts par accident, c'est l'État qui les a tués. Il ne les a peut-être pas dit exactement comme cela, mais le fait que cette phrase existe, et qu'on la lui attribue, dit quelque chose de l'imaginaire dans lequel cette affaire est entrée. Car une mort à laquelle l'État n'a pas de réponse est, dans la culture russe du XXe siècle, une mort que l'État a commandée. Voilà le tableau maintenant. Voilà les faits. Voilà les noms, et les âges, et les lieux, et les heures, et les mesures, et les fractures, et les brûlures, et la teinte de la peau, et la radioactivité sur les vêtements, et la formule à 9 mots. Voilà aussi le silence, et la nuit, et la neige, et le vent, et ce feu éteint sous le cèdre. Ce qui s'est passé réellement dans la nuit du 1er au 2 février 1959, dans cette tente, sur ce versant, aucun témoin ne l'a vu. Les seuls témoins possibles sont morts. Tout ce qu'on peut dire, c'est ce que leurs corps, leurs os, leurs traces et leurs vêtements disent. Et tout ce qu'on imagine, c'est ce que la légende, elle, raconte. La légende, justement, existe. Elle est précise, elle est documentée, dit-elle. Elle donne des noms, des heures, des codes, des distances. Elle raconte une opération secrète du KGB, un dossier de recrutement, un polygone d'essai, un carburant expérimental, une fusée lancée à 21h23 le 2 février, un nuage toxique poussé par le vent sur la tente, et un commandant de polygone qui aurait coupé la radio en laissant le groupe mourir. Elle parle même d'une visite personnelle d'Andropov aux archives de la Loubianka, en 80, pour remporter le dossier, et d'une prolongation du secret jusqu'en 2034, signée par un Andropov mourant. Rien de tout cela n'existe dans un document consultable. Mais la légende le raconte. Et elle le raconte avec une telle force qu'on oublie parfois de se demander si elle le prouve. Voilà le pari de ce film. Prendre cette légende au sérieux, la raconter comme elle se raconte, puis la passer au crible, pièce par pièce. Et, à la fin, rendre aux neufs ce qui leur appartient. Non pas un récit d'épouvante, mais une vérité plus sobre, plus nue, et, pour cette raison même, plus difficile à porter. Dans la partie suivante,
On entre dans cette légende. On la raconte telle qu'elle circule. On lui donne la parole. Et on annonce ce qu'on va en faire. Avant de dire ce qui s'est passé, il faut dire ce qu'on raconte. Parce que depuis 25 ans, il existe une autre version de l'affaire Dyatlov. Une version qui ne ressemble pas du tout à celle qu'on vient de voir. Une version qui n'a presque rien à voir avec une randonnée, une tente, une plaque de neige, un feu qui s'éteint. Cette version-là, on l'appelle la légende. Elle n'est pas dans le dossier d'instruction. Elle n'est pas dans les procès-verbaux des sauveteurs. Elle n'est pas dans les rapports du légiste. Elle est dans des livres, des films, des sites internet, des chaînes YouTube, des podcasts. Elle est dans la bouche de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Oural. Et elle se présente comme la vérité cachée. Avec des dates, des noms de code, des distances mesurées. Avec la précision d'un rapport militaire. Et avec, au centre, l'idée que les 9 jeunes gens du Kolatsiak n'étaient pas des touristes. Ils étaient des recrues, sélectionnés, triés, suivis par une organisation dont l'Union soviétique seule avait le secret. Cette version, on va la raconter maintenant, entièrement, comme elle se raconte. Au conditionnel, parce que rien de ce qui va suivre n'est attesté par un document que l'on puisse ouvrir. Mais on va la raconter avec force, parce qu'elle fascine, parce qu'elle a conquis de millions de gens, et parce que, pour la démonter pièce par pièce, il faut d'abord l'avoir entendue. Voilà ce qu'elle dit. Selon le récit qui circule, les 9 participants à la randonnée de janvier 1959 n'avaient pas été choisis au hasard. Aucun d'eux n'était là par hasard. Le tourisme sportif de catégorie 3, la couverture officielle, le permis de randonnée signé par le comité régional de Sverdlovsk, tout cela n'était qu'un décor. Le vrai voyage avait commencé bien avant, dans les fichiers d'une organisation dont le nom n'apparaît jamais dans les sources ouvertes. Une organisation qui, à la fin des années 50, courait après un problème très précis. Le problème, c'était l'espace. Le Spoutnik tournait depuis octobre 57. Les États-Unis lançaient leurs propres satellites. Les fusées soviétiques décollaient, mais leurs ergols, le carburant qui les pousse, posaient un problème nouveau. Les ergols classiques, à base de propergol solide ou de kérosène-oxygène, étaient instables en dessous de moins 50 degrés. Pour des missiles qui devaient être stockés en Sibérie, en plein hiver, pour des lanceurs qu'on voulait garder prêts pendant des mois, il fallait trouver autre chose, un carburant nouveau, plus tolérant au froid, plus facile à conserver. Et c'est exactement ce que les laboratoires fermés du ministère de la Défense essayaient de mettre au point. Ce carburant portait un nom de code, on l'appelait l'eau morte. L'eau morte, dans la version qui circule, n'était pas un carburant ordinaire. C'était un mélange expérimental, à base de composés cryotechniques, qui à très basse température, sous pression, au contact de l'air humide, dégageaient des sous-produits toxiques. Des vapeurs, disait-on, capables d'irriter les poumons, de brûler les yeux, de désorienter en quelques secondes. Un carburant théoriquement parfait pour les missiles stockés en plein hiver. Un poison parfait, aussi, pour quiconque se trouvait sous le panache de gaz au mauvais moment. Pour tester l'eau morte, il fallait un polygone d'essai, isolé, discret, invisible sur les cartes. Un endroit où l'on pourrait lancer une fusée, observer la dispersion du nuage, mesurer la portée du panache. Et ce polygone, le récit le place dans un carré inexistant sur les cartes officielles de 59, à environ 20 km à vol d'oiseau de l'endroit où la tente sera dressée le 1er février. Sur ces cartes, à la place du polygone, on lit officiellement « zone de prospection géologique ». Aucune route, aucune installation visible, rien. Voilà pour le décor. Maintenant, les personnages. Selon le récit qui circule, les 9 membres du groupe Dyatlov et le 10e, Youdin, avaient été recrutés individuellement, un par un, au cours des mois précédents. Pour cela, il fallait qu'ils aient, chacun, une compétence rare. Une compétence si spécifique qu'elle n'avait aucune utilité dans une randonnée, mais qu'elle en avait une, immense, pour une organisation qui préparait ce type d'essai. Et c'est ici que le récit devient très précis,
presque point par point. Igor Dyatlov, le chef, est présenté comme un radioélectronicien prodige. À 18 ans, il aurait construit un récepteur radio à partir de pièces de récupération. À 20, il aurait conçu un émetteur portable fonctionnant par très basse température. Son diplôme de fin d'études portait sur les systèmes de radio à longue portée. Surtout, le récit insiste sur un détail. En cours de cursus, Dyatlov aurait changé de département à l'Institut. Son premier dossier mentionne une autre chaire. Le transfert aurait été signé par un curateur de la faculté de physique dont le nom n'apparaît qu'une seule fois dans les sources ouvertes. Un nom sans autre trace. Un nom qui ressemble, dit-on, à un nom de couverture. Georgi Krivonitchenko, lui, est le seul du groupe dont la compétence secrète ne soit pas une invention. Selon le récit, Krivonitchenko a travaillé sur un site de secret maximal, le site connu dans les sources occidentales sous le nom de Tcheliabinsk 40, en URSS sous le nom de Combinat Mayak, près de la ville fermée de Kichtim. C'est là qu'on produisait le plutonium militaire soviétique. C'est là qu'avait eu lieu, le 29 septembre 1957, une explosion de cuves de déchets radioactifs, une catastrophe réelle, parfaitement attestée, et que Moscou niera jusqu'en 1989. Krivonitchenko aurait participé aux opérations de nettoyage après cette explosion. Il aurait connu, de l'intérieur, la contamination radioactive, les signes d'irradiation aiguë, les mesures de protection. Une compétence que, selon le récit, seule une organisation traitant les questions nucléaires pouvait vouloir acheter. Lyudmila Dubinina, 21 ans, aurait suivi un cours spécialisé sur la manipulation des dosimètres, ces instruments qui mesurent la radioactivité. Elle étudiait, officiellement, la chimie des pollutions atmosphériques. Le récit ajoute un détail troublant. Elle aurait possédé un carnet à couverture rigide, à pages numérotées, sur papier spécial, un carnet qui, dans le récit, disparaît des scellés après l'instruction. Officiellement perdu. En réalité, dit-on, jamais retrouvé. Alexandre Kolevatov, 24 ans, préparait un diplôme sur les explosifs. Plausible dans une filière chimie ou génie chimique de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Mais le récit ajoute que ce diplôme aurait été classé secret défense, et que son thème aurait eu une application militaire directe. Roustem Slobodine, 23 ans, est présenté dans le récit comme un sujet aux capacités physiques exceptionnelles, endurance, coordination, résistance au froid. Dans son dossier personnel, selon le récit, une mention étrange, préparation physique spéciale pour conditions d'urgence. Une formule qui, en 59, désignait, dit-on, les stages de survie en zone radioactive et chimique, les stages que l'on faisait suivre au personnel civil appelé à intervenir en cas de guerre nucléaire. Zinaïda Kolmogorova, 22 ans, était opératrice radio. Le récit lui prête un accès aux communications chiffrées, vérifications, questionnaires, serments. Une chose qui, dans une randonnée, n'a aucun sens. Dans une opération d'observation, si. Nikolai Thibault-Brignol, 23 ans, aurait eu lui aussi des compétences spécifiques. Le récit ne les détaille pas. Il se contente de dire qu'il présente un profil compatible avec une mission de reconnaissance optique. Semyon Zolotaryov, 38 ans, est le cas à part. 38 ans, instructeur officiel du groupe, 10 à 15 ans de plus que tous les autres. Sa biographie, dans le récit, est lacunaire. Multiples affectations courtes, dispersées sur le territoire soviétique. Profil type d'un agent en couverture, dit le texte. Le récit ajoute que Zolotaryov était, lui, un véritable opérationnel, et que sa présence dans le groupe s'expliquait par la nécessité d'avoir, sur place, un canal de communication propre, avec une radio plus puissante et une fréquence différente de celle du groupe. Reste Yuri Yudin, le 10e membre, celui qui fait demi-tour. Le récit propose une lecture très précise de son demi-tour.
La formule administrative employée, selon le récit, est exactement celle-ci. Sortie d'un participant autorisé, participant à quitter le groupe pour raison de santé, sortie autorisée. 3 occurrences du verbe autoriser. Une formulation qui, dans la langue administrative soviétique de l'époque, désignait, dit-on, une sortie d'un participant autorisé par l'organisation, non par le chef de groupe. Youdin, en d'autres termes, ne serait pas tombé malade par hasard. Il aurait été extrait du dispositif avant qu'il ne se referme. Voilà pour les personnages. Maintenant, le mécanisme. Selon le récit, ces 9, 10 avec Youdin auraient été regroupés dans un fichier unique, créé pendant l'hiver 58-59 dans les archives d'une direction du KGB. Ce fichier portait un nom de code, Compas. Il contenait, dit-on, 9 fiches individuelles. Sur chaque fiche, une photo, un état des compétences, les résultats de tests psychologiques. Une commission médicale non standard aurait été repérée par l'un des sauveteurs, bien plus tard, dans les documents de l'instruction. Les questions de cette commission, selon le récit, sortaient du cadre habituel. Réaction au stress, comportement sous menace, prise de décision sous pression. Une sélection psychologique, en clair. Chaque membre du groupe aurait reçu une mission propre, ignorant l'ensemble. Dyatlov et Kolevatov, ensemble, auraient eu à installer le long du parcours prévu des balises radio destinées à corriger la trajectoire d'une fusée. Kolmogorova aurait servi de liaison chiffrée avec l'extérieur. Dubinina aurait eu à effectuer un monitoring dosimétrique et chimique en terrain. Slobodin aurait eu à mesurer sur ses coéquipiers les paramètres physiologiques, rythme cardiaque, température, sensations subjectives. Zolotaryov, comme on l'a dit, tenait le canal de communication propre. Les autres, eux, ne savaient rien. Le lancement est prévu pour le 2 février 59, 21h23. Une fusée portant le nom de code R5M, ou un de ses dérivés, décolle du polygone. Elle monte, et libère, à haute altitude, une charge utile qui n'est pas un satellite. C'est le test du carburant eau morte. Une partie du mélange se disperse, un nuage se forme. Le vent, cette nuit-là, souffle du sud-ouest. À la vitesse prévue, quelques mètres par seconde, le panache mettrait un peu plus d'1 heure à atteindre la vallée où la tente est dressée. Vers 22h30, le nuage recouvre le camp. Le récit ajoute alors un dernier élément, et c'est celui qui le rend proprement insupportable. Selon cette version, le polygone était commandé par un officier responsable qui, à un moment de la procédure, aurait coupé la radio. Pourquoi ? Soit par panique, soit sur ordre, le récit ne tranche pas. Toujours est-il que, lorsque le groupe appelle à l'aide, personne ne répond. Les 9, ou ce qu'il en reste, meurent cette nuit-là, dans la neige, à 1100 mètres, dans une confusion qu'on ne peut même pas imaginer. Et ce n'est pas tout. Selon le récit, une fois l'affaire classée, une liste Dyatlov aurait été dressée. Une liste de 27 témoins à éliminer, avant qu'ils ne parlent. 27 personnes liquidées, dit-on, entre 1969 et 1979. Des liquidations étalées sur 10 ans, pour ne pas attirer l'attention. Des morts présentées comme des accidents, des suicides, des disparitions. Et quand l'URSS commence à s'ouvrir, à la fin des années 80, quelqu'un d'autre s'inquiéterait de ce que ce dossier raconte. Selon le récit, Yuri Andropov, qui dirigeait le KGB depuis 1967 et qui à la fin de sa vie est devenu secrétaire général du parti, serait allé lui-même en 80 aux archives de la Loubianka pour retirer le dossier eau morte. On dit qu'il l'aurait emporté, et qu'il aurait, avant de mourir en 84, signé la prolongation du secret jusqu'en 2034. Ce qui nous ramène au point de départ. Un dossier qui dort, dans une archive, jusqu'à une date que nous n'avons pas encore atteinte. Voilà, c'est cette histoire-là qui circule. C'est cette histoire-là qu'on lit, qu'on regarde, qu'on se raconte. C'est cette histoire-là qui explique pourquoi, depuis 25 ans,
on ne peut pas dire simplement une avalanche ou un accident sans qu'une partie du public se récrie. Dans la partie suivante, on va prendre chacun des éléments de cette légende et le confronter à ce que les documents disent vraiment. Compétence par compétence, nom par nom, date par date. Et on verra qu'une seule de ces pièces résiste vraiment à l'examen. Une seule. Mais elle est importante. Elle s'appelle Tcheliabinsk 40 et elle nous ramène à Krivonitchenko. Il est temps de démonter la mécanique, pièce par pièce. Parce qu'une légende, ça ne s'écroule pas d'un coup. Ça s'écroule quand on prend chacun de ses rouages, qu'on le pose sur la table à côté du document réel et qu'on regarde ce qu'il reste. Parfois, il reste quelque chose. Parfois, il ne reste rien. Ici, sur les 9 éléments principaux du récit, un seul tient vraiment. Un seul. Mais il est lourd. Commençons par lui, parce qu'il est le plus facile à vérifier et le plus important à comprendre. L'élément qui tient, c'est la radioactivité. Et derrière la radioactivité, un homme. Georgi Krivonitchenko. Selon le récit qui circule, Krivonitchenko aurait travaillé sur un site de secret maximal, Tcheliabinsk 40, où l'on produisait le plutonium militaire soviétique, et il aurait participé au nettoyage après l'explosion de la cuve de déchets du 29 septembre 1957. Tout cela est vrai. Pas vrai selon le récit. Vrai au sens où les archives russes, ouvertes à partir de 89, le confirment, où les travaux des historiens de l'arme nucléaire le confirment, où le combinat Mayak lui-même, depuis la fin du secret, reconnaît l'accident. Une cuve de déchets radioactifs du complexe Mayak, près de la ville fermée de Kichtim, a explosé le 29 septembre 1957. Le panache radioactif a touché des centaines de kilomètres carrés. Plus de 200 000 personnes ont été exposées. En 1989, le secret est enfin levé et la catastrophe officiellement reconnue. C'est à ce moment-là que le grand public soviétique apprend que Tcheliabinsk 40 existe. Georgi Krivonitchenko, 24 ans en 1959, diplômé de l'Institut Polytechnique de l'Oural, a bien travaillé sur ce site. Il y a été envoyé, comme des milliers d'autres jeunes spécialistes, par la direction de son institut, dans le cadre des affectations obligées pour les diplômés des grandes écoles techniques. Il y a travaillé à un poste qui le mettait au contact de matériel contaminé. Il a connu la radioactivité professionnelle, les mesures, les tenues, les protocoles. Et, en 1959, lorsque les sauveteurs ont examiné les vêtements du groupe, vêtements laissés dans la tente, vêtements encore sur les corps, certains présentaient une contamination radioactive faible. Celle des vêtements de Krivonitchenko en particulier a été mesurée, consignée, photographiée. Ce n'est pas une invention, c'est dans le dossier. Et c'est la seule contamination mesurée qui ait résisté à l'examen. Elle est faible et elle est présente. Voilà ce qu'elle signifie. Pas une exposition aiguë à un gaz toxique inconnu, pas un nuage de carburant expérimental, pas une arme secrète. Une exposition professionnelle ancienne, ramenée par un homme sur ses vêtements. Une contamination de surface. Troublante parce que dans une affaire où l'on parle de randonnée et de montagne, on ne s'attend pas à trouver du césium ou du strontium sur une manche. Mais explicable et expliqué. Voilà la part de vérité du récit. Tout le reste, à partir de maintenant, va s'effriter. Reprenons Igor Dyatlov. Le récit dit « Prodige de la radio, construit un récepteur à 18 ans, conçoit un émetteur portable à 20 ans, change de département en cours de cursus, signe d'un curateur mystérieux qui n'apparaît qu'une fois. » Qu'en dit-on quand on revient aux faits ? Dyatlov est étudiant en 5e année à la faculté de radiotechnique de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Il n'a pas encore soutenu son diplôme. Il devait le faire au printemps 59. C'est un bon élève, minutieux, déjà responsable de plusieurs expéditions.
Aucun document consultable ne mentionne un changement de département. Aucun document consultable ne mentionne un curateur sans autre trace. Aucun document consultable ne parle d'un émetteur fonctionnant par températures extrêmes, formulation qui, dans le récit, sert à suggérer une mission en zone arctique. La vérité, c'est qu'un étudiant soviétique en radioélectronique des années 50 apprenait à concevoir ce genre d'appareil. C'était son métier, c'est ce qu'on lui enseignait, c'est ce qu'il faisait. Rien dans son parcours ne sort de la norme d'un bon étudiant de 5e année dans une grande école technique soviétique. Prenons Lyudmila Dubinina. Le récit dit « C'est manipuler un dosimètre, carnet à couverture rigide disparu, page numérotée, papier spécial. » Vérification, Dubinina n'étudiait pas du tout la chimie. Elle était en 4e année à la faculté de construction de l'Institut Polytechnique de l'Oural, du côté de l'économie du bâtiment. La chimie des pollutions atmosphériques et le cours spécialisé de dosimétrie sont des inventions du récit, et ce sont elles précisément qui servent à faire d'une étudiante de 21 ans une spécialiste de la radioactivité. Quant au carnet, il n'apparaît ni dans le dossier d'instruction, ni dans aucune source d'archives ouverte au public depuis 90. Si carnet il y avait, il s'est peut-être perdu dans les conditions de la découverte, le ravin, la neige, l'eau de fonte. Mais rien ne permet d'en faire un carnet d'agent secret. Rien. Prenons Alexandre Kolevatov. Le récit dit « Mémoire sur les explosifs, classement secret défense, application militaire directe. » Vérification, Kolevatov n'était pas chimiste et ne préparait aucun mémoire sur les explosifs. Il étudiait à la faculté de physique et technologie, après avoir travaillé quelques années à Moscou dans un institut lié au nucléaire, un parcours que le récit transforme en dossier d'agent, alors qu'il était banal pour un jeune homme doué, envoyé en affectation, puis revenu finir ses études. Aucun document consultable ne mentionne un mémoire classé secret défense. Le récit invente le sujet, puis invoque le secret qui l'entoure. Prenons Roustem Slobodine. Le récit dit « Endurance exceptionnelle, mention préparation physique spéciale pour conditions d'urgence, stage typique des programmes de survie en zone radioactive. » Vérification, Slobodine avait terminé la faculté de mécanique en 58 et travaillait comme ingénieur. C'était un sportif, bon skieur, bon coureur, membre apprécié de la section tourisme de son institut. La mention « préparation physique spéciale pour conditions d'urgence » n'apparaît dans aucun document accessible. Les stages « en cas de guerre nucléaire » qui auraient formé des étudiants à la survie en zone contaminée n'existent pas, en 59, dans le cursus civil d'un étudiant de l'Institut Polytechnique de l'Oural. C'est une projection rétrospective. Le récit superpose à un jeune sportif de 23 ans une fiche de cosmonaute ou de pilote d'essai. Ce n'est pas ce qu'il était. Prenons Zinaïda Kolmogorova. Le récit dit « Opératrice radio, accès aux communications chiffrées, vérification, questionnaire, serment. » Vérification. Kolmogorova était étudiante de 5e année à la faculté de radiotechnique. C'est de là que vient toute la construction. Le récit prend l'intitulé d'une faculté et en fait un métier secret. Le groupe, lui, n'emportait aucune radio. C'est un point établi du dossier. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles l'alerte a été si tardive. L'accès aux communications chiffrées, la vérification, le questionnaire, le serment ne figurent dans aucun document accessible sur elle. Le récit invente une opératrice là où il n'y avait qu'une étudiante de 22 ans. Nicolas Thibault-Brignol. Le récit dit « compétences spécifiques » sans les détailler. Vérification. Rien de distinctif n'apparaît dans les sources consultées. Diplômé de la faculté de construction en 58, ingénieur, rien qui sorte du parcours normal. Semyon Zolotaryov maintenant, parce que c'est le cas qui fait le plus travailler les imaginations. Le récit dit « 38 ans, instructeur officiel, biographie lacunaire, multiples affectations courtes dispersées, profil type d'un agent en couverture. Vérification,
Zolotaryov avait un parcours atypique, c'est vrai. Militaire à l'origine, la guerre, comme des millions de soviétiques de sa génération. Après la guerre, différentes affectations, dont plusieurs postes brefs dans des bases de tourisme du Caucase, de Sibérie et de l'Oural, avant d'arriver à Sverdlovsk. Le profil d'agent en couverture est une lecture possible de ce parcours. Mais ce n'est pas la seule. Zolotaryov pouvait être, plus simplement, un homme déclassé, un ancien militaire cherchant sa place dans une société civile qui ne lui en faisait pas beaucoup. Un homme que le tourisme sportif rémunérait un peu, et qui s'était inscrit comme instructeur parce que c'était un de ses droits à l'emploi. Rien dans les sources ouvertes ne permet de trancher. Le récit choisit l'interprétation la plus dramatique. Mais une interprétation n'est pas un document. Reste Yuri Yudin, le survivant. Le récit dit « La formulation administrative de son départ serait typique d'une sortie autorisée par l'organisation, et non d'un demi-tour pour cause de maladie. » Vérification, Yudin souffrait d'une névralgie et d'un début de sciatique. Il l'a dit lui-même à l'époque, dans son témoignage. C'est consigné dans le dossier. La formule administrative employée est exactement celle qu'utilisaient les clubs de tourisme sportif soviétiques lorsqu'un membre quittait le groupe avant la fin d'une expédition. Sortie autorisée, raison médicale, formalité remplie. C'est banal. C'est procédural. Le récit, là encore, superpose à un document banal une lecture conspirationniste. Voilà pour les personnages. Maintenant, les pièces d'archives. Le dossier compas. Le récit en parle comme d'un fichier central, contenant 9 fiches individuelles créées dans une direction du KGB pendant l'hiver 58-59. Vérification, aucune trace de ce dossier dans les archives ouvertes au public depuis 90. Aucune mention dans les inventaires des archives du FSB, l'héritier du KGB soviétique. Aucune mention dans les inventaires des archives de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Aucune mention dans les publications des historiens professionnels de l'affaire Dyatlov. Le nom compas circule dans la littérature grand public à partir des années 2000. C'est une construction. La commission médicale aux questions inhabituelles. Le récit la présente comme une sélection psychologique, repérée par un sauveteur dans les documents de l'instruction. Vérification. Aucune pièce du dossier d'instruction publié ne contient de tels questionnaires. Les expertises médico-légales de Vozraïdeni portent sur l'état des corps, l'heure estimée de la mort, les lésions observées. Elles ne portent pas sur la personnalité des victimes. Ce qui aurait été de toute façon impossible, les victimes étant mortes. Une sélection psychologique sur des gens qui n'ont pas survécu n'a aucun sens procédural. Le permis signé par un fonctionnaire fictif. Le récit dit que la vérification d'identité du signataire n'a jamais abouti dans les sources publiées, mais aucune source primaire ne confirme non plus la supercherie. Vérification. Le permis de randonnée a été signé. Il l'a été dans les formes. Aucune source consultable ne soutient que le signataire était fictif. Le polygone à 20 km. Le récit le place, sur les cartes de 59, dans une zone officiellement dite de prospection géologique. Vérification. Il n'existe aucune archive, aucune photographie aérienne, aucun témoignage crédible, aucune installation connue qui corresponde à ce polygone. Les essais de missiles soviétiques en 59 étaient concentrés sur le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, et sur le polygone de Kapustin-Yar, dans la région d'Astrakhan. Aucun tir de R-5M n'a eu lieu à 20 km du Kolatiak. Le carburant, eau morte. Le récit lui prête un nom de code introuvable dans la littérature soviétique ouverte sur les essais de Propergol des années 50. Vérification. Ce nom n'apparaît dans aucun document technique publié, dans aucun inventaire des noms de code de l'industrie spatiale soviétique, dans aucune archive de recherche en propulsion. Le récit utilise un nom qui sonne bien, mystérieux, presque mythologique, mais qui ne correspond à rien d'attesté.
Reste la fusée, le tir, le nuage, le vent. Aucune trace documentaire non plus. Aucune mesure atmosphérique, aucun rapport météo, aucune dépouille de satellite, aucune image satellite. Rien. Voilà, c'est fait. Une seule pièce tient vraiment, et elle est lourde. Tcheliabinsk 40, Mayak, la catastrophe de 57, Krivonitchenko. Tout le reste, c'est de la construction. Pas n'importe quoi. Une construction qui prend appui sur des faits réels, la radioactivité, la chaire d'explosifs de l'Institut, la radio longue distance, le polygone de Baïkonour, la course à l'espace, et qui les agence dans un récit dont rien n'atteste qu'il ait jamais existé. Une fiction efficace, qui parle d'autant plus fort qu'elle est plus effrayante. Dans la partie suivante, on va entrer dans la nuit du 1er au 2 février. Mais cette fois, on ne suivra plus la légende. On suivra les corps, les traces, les autopsies, ce qu'ils permettent de dire, ce qu'ils ne permettent pas de dire. Et pourquoi ces fractures, si longtemps, ont paru inexplicables. Il faut maintenant entrer dans la nuit. Pas dans la nuit de la légende, qui est une nuit de gaz et de fusées. Dans la nuit des corps. Celle qui commence le 1er février 1959, vers le crépuscule, et qui finit avant l'aube du 2. La nuit où ces 9 personnes ont perdu la vie. Pas pour la résoudre, personne ne peut la résoudre parce que les témoins sont morts, mais pour faire ce que les légendes ne font jamais. Dire ce que les traces et les autopsies acceptent de dire, et ce qu'elles refusent de dire. Reprenons. Le groupe est parti de Sverdlovsk le 23 janvier. Il est arrivé à Ivdel, puis à Vidjaï. Le 27, il a quitté Vidjaï. Le 28, Yuri Youdin, malade, a fait demi-tour à la 2e du Nord. Les 9 autres sont remontés vers l'Oural du Nord, dans une météo qui n'a rien d'exceptionnel pour la saison. Du froid, du vent, de la neige. Un programme de randonnée de catégorie 3 prévoit, pour chaque journée, un point sur la carte, un horaire, une pause. Le groupe le suit. Il installe ses camps, progresse vers le sommet prévu, l'Autorten, 1234 mètres, en passant par l'école secondaire. Le 1er février au soir, les 9 montent leur dernière tente sur le versant du Kolatsiakl, à environ 1100 mètres d'altitude. Ils sont à 1h30 de marche d'un grand cèdre de Sibérie isolé, visible de loin, qui marquera plus tard la carte des sauveteurs. Ils savent qu'ils sont en retard sur leur programme. Ils savent qu'ils ont prévu de couper par le col Dyatlov, un passage à l'est du sommet, pour rejoindre la vallée de la Lozva. Ce soir-là, ils s'arrêtent. Pourquoi s'arrête-t-il à cet endroit précis, et non pas à un autre, comme prévu? Le dossier d'instruction n'en sait rien. Le journal de Dyatlov s'arrête, lui aussi. La dernière page est datée du 1er février, 100 heures. La dernière inscription lisible est une indication sur la lumière qui baisse et la décision de monter le camp. Après, plus rien. Pas de témoins, pas de notes. C'est à partir de là que commence l'inconnu. Ce qu'on sait en revanche, c'est ce qui reste. Le 26 février, soit 24 jours après la nuit en question, Mikhail Charavin et Boris Sloptsov, 2 sauveteurs, arrivent sur le versant. Ils cherchent depuis 6 jours, avec des équipes au sol et un avion. Ce qu'ils découvrent les arrête. La tente est là. Mais elle n'est pas debout et intacte, comme le répète parfois la légende. Elle est à moitié affaissée sous la neige, écrasée par le poids de février. Et elle est lacérée. Pas découpée de l'extérieur, comme si quelqu'un y était entré de force. Déchirée depuis l'intérieur, comme si quelqu'un, à l'intérieur, l'avait ouverte de l'intérieur. Henrietta Tchourkina, experte textile, le confirmera en avril. Les coutures ont cédé sous une poussée venue de l'intérieur. La toile a été ouverte, en pleine nuit, par les occupants eux-mêmes. À l'intérieur, tout ce qui constitue l'équipement d'une expédition de ski est là. Les chaussures chaudes, les vestes, les appareils photo,
Le journal du groupe. La nourriture. Les skis dehors, encore plantés dans la neige à côté de la tente. Personne n'a pris le temps de s'équiper correctement. Personne n'a pris la nourriture. Les gens sont sortis et ne sont pas revenus. Autour de la tente, sur la neige, des traces. Elles descendent le versant, en lignes divergentes, comme des gens qui courent. Certaines sont pieds nus, d'autres en chaussettes seulement. Pas de chaussures, pas de vêtements d'extérieur. Les gens sont sortis dans la nuit, à moins 35 degrés, et ils ont fui. Sans but apparent, vers le bas du versant, vers la lisière, où le bois commence, où il y a peut-être des arbres, où il y a peut-être un abri. À 1,5 km de la tente, en contrebas, il y a un grand cèdre, un vieux cèdre de Sibérie, visible de loin. C'est un point de repère. C'est aussi, peut-être, un point où l'on peut faire du feu. Sous ce cèdre, le 26 et le 27 février, les sauveteurs trouvent les corps de Yuri Dorochenko et de Guergi Krivonichenko, allongés près d'un feu éteint depuis longtemps. Ils ont des brûlures aux mains. Ils ont essayé de se réchauffer. Ils ont essayé de faire du feu avec ce qu'ils avaient sur eux. Le froid les a eus. Plus haut, entre le cèdre et la tente, 3 autres corps. Igor Dyatlov, le chef. Zinaïda Kolmogorova. Et, retrouvé le 5 mars, après plusieurs jours de recherche dans la neige encore profonde, Roustem Slobodine. Tous 3 sont tournés vers le camp, vers la tente. Ils essayaient de remonter. Ils n'ont pas pu. Il restera 4 disparus pendant plus de 2 mois. Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, Alexandre Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol. La neige les a cachés, dans un ravin en contrebas, à environ 4 mètres sous la surface. Il faudra attendre la fonte de mai, le 4 mai exactement, pour qu'on les retrouve, gisant dans l'eau de fonte, près d'un petit plancher de branches qu'ils avaient construit pour s'isoler du sol. Et c'est sur ces 4 corps, sur ce qu'il en reste après 3 mois sous la neige et dans l'eau, que l'affaire bascule dans ce qui paraît être l'inexplicable. Boris Vozroddeni, le médecin légiste de la région, procède aux autopsies. Ce qu'il consigne, en mai 59, ce sont des choses qui, à première vue, ne devraient pas être là. Dubinina et Zolotaryov présentent de multiples fractures de côte, bilatérales, symétriques, typiques, selon Vozroddeni lui-même, de ce qu'on observe dans un accident de voiture à grande vitesse, dans une chute de très haut ou sous l'effet d'une onde de choc. Mais aucune lésion externe, aucune ecchymose visible sur la peau, aucune trace de coup. Thibault-Brignol, lui, a une fracture du crâne, sans plaie extérieure correspondante, pas de signe d'impact. Voilà ce qui a fait travailler les imaginations pendant des décennies. Des fractures massives, sans cause visible. Voilà ce que la légende, ensuite, a rempli de ce qu'elle voulait. Mais il faut regarder les corps autrement. Les corps du ravin ont passé 3 mois sous la neige, puis dans l'eau de fonte, au fond d'un ruisseau saisonnier. Des semaines dans l'eau glacée qui coule, qui charrie des débris, qui ronge les chairs molles, qui décompose les graisses, qui s'infiltre dans les cavités naturelles. C'est cette eau qui a détaché, lentement, certains tissus. C'est cette eau qui explique que la langue de Dubinina manque au moment où on la retrouve, et que ses yeux ne soient plus là. C'est cette eau qui donne à sa peau et à celle des autres corps du ravin cette teinte brun-orangé qui frappera tant les sauveteurs, et que la légende transformera, plus tard, en signe de radioactivité. Ce ne sont pas des marques de violence. C'est ce que la nature fait à un corps humain resté 3 mois sous la neige, puis dans l'eau de fonte. Restent les fractures. Et c'est ici qu'il faut prendre son temps. Des fractures bilatérales de côte, sans lésion externe, sur 2 corps allongés sur un plancher rigide. Vozroddeni les décrit comme typiques d'une onde de choc. C'est sa formulation médico-légale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en médecine légale des années 50, onde de choc est une catégorie descriptive, pas une explication. Cela veut dire
Pression brève, intense, exercée sur le thorax qui fait céder les côtes sans que la peau ne marque. Beaucoup de choses peuvent produire cela. Une avalanche, par exemple. Une plaque de neige qui pousse un corps contre un objet dur. Une caisse, un ski, le bord de la tente, le sol gelé. Et c'est ici que la question change. La question n'est plus « qu'est-ce qui a bien pu produire cela ?» La question devient « est-ce qu'il existe une cause simple, naturelle, compatible avec ce qu'on sait du lieu et de l'heure, qui rendent ces lésions non pas seulement possibles, mais attendues ?» Et la réponse est oui. Le versant du Kolatiak est un versant à faible pente, couvert de neige accumulée par le vent, susceptible de céder en plaques. Une plaque de faible ampleur, à cet endroit, dans ces conditions, aurait pu peser brièvement sur la tente. Pas l'ensevelir, mais la comprimer, et produire exactement ce type de fracture sur des corps allongés, sur un plancher rigide, à l'intérieur. La fracture du crâne de Thibaut Brignol, sans plaie externe, est probablement consécutive à une chute sur le plancher qu'il avait aidé à construire dans le ravin, alors que ses compagnons tentaient de s'abriter. Chute dans le noir, dans le froid, dans la confusion. Voilà ce que les corps, lus sans légende, acceptent de dire. Voilà ce qu'ils ne permettent pas de dire en revanche, ce qui a déclenché la panique initiale. Pourquoi les occupants de la tente sont sortis, en pleine nuit, dans le froid, sans chaussures, sans veste? Pourquoi ils ont fui en courant dans des directions divergentes, plutôt que de rester groupés autour d'un feu? Pourquoi ils n'ont pas crié, ou, s'ils ont crié, personne ne les a entendus? Pourquoi ils n'ont pas allumé de feu près de la tente, où ils avaient du bois et des vêtements secs? Pourquoi le feu sous le cèdre n'a pas été entretenu? Ce qui s'est passé, dans cette tente, cette nuit-là, on ne le saura jamais. Personne ne le dira. Les témoins sont morts, et les seuls récits qu'on puisse faire passer pour des témoignages sont des récits fabriqués après coup. La légende, d'ailleurs, ne s'en cache pas. Elle dit « selon le récit qui circule ». Mais ce qu'elle propose, un nuage de carburant toxique, une fusée, un commandant de polygone, ne résout rien. Elle déplace la question. Elle remplace une panique par un attentat. Mais elle ne dit toujours pas pourquoi des gens, saisis de panique, sortent d'une tente à moins 35 degrés sans leurs chaussures. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est ce que les traces et les corps rendent probable. Une peur brève, intense, qui ne dure que quelques minutes. Une fuite désordonnée. Une perte d'orientation immédiate dans le bizarre, parce que le groupe est sorti en désordre, que la visibilité est nulle, que le froid saisit tout de suite. Une hypothermie rapide. Et, pour les 4 derniers, qui ont réussi à descendre plus bas que les autres dans le ravin, une tentative désespérée de construire un abri de branches, un feu qu'on ne peut pas faire, faute d'allumettes restées dans la tente, et une mort qui prend des heures, pas des minutes. Voilà ce que disent les corps, sans légende. Voilà ce que dit le froid, sans récit. Dans la partie suivante, on va entrer dans le secret. Pas le secret inventé par la légende, le secret réel, beaucoup plus modeste, d'une instruction soviétique qui choisit, en 1959, de classer un dossier avec 9 mots. Et on verra comment cette modestie-là a nourri, pendant des décennies, l'imaginaire le plus débridé. Il y a un secret dans cette affaire. Il n'est pas celui que la légende raconte. Il est plus petit, plus sec, plus administratif. C'est le secret d'une instruction soviétique qui s'arrête net, le 28 mai 1959, sur 9 mots. Et c'est ce secret-là, précisément, qui a ouvert la porte à toutes les imaginations. Le magistrat qui instruit s'appelle Lev Ivanov. En 1959, il est procureur criminaliste de la région de Sverdlovsk. C'est un fonctionnaire expérimenté du parquet soviétique, sérieux, compétent, formé à l'école soviétique du droit pénal. Ce n'est pas un limier politique. Ce n'est pas un officier du KGB. C'est un enquêteur de province à qui l'on a confié une affaire hors norme. 9 morts, pas de coupable identifié, pas de cause évidente.
et qui doit, dans les formes, conduire l'instruction selon les règles de son temps. Une instruction soviétique, en 59, ça se passe ainsi. Le parquet ouvre un dossier. Sur ce dossier, on verse les procès-verbaux des sauveteurs, les photos de la découverte, les croquis des lieux, les témoignages. On mandate des expertises. Médico-légal, ici, c'est Boris Vozroddeni, légiste régional. Textile, c'est Genrietta Tchourkina, qui confirmera, en avril, que la tente a été lacérée de l'intérieur. Radiologique, c'est la mesure de la contamination faible sur certains vêtements. Topographique, ce sont les cartes levées par les sauveteurs, le tracé des traces dans la neige, les distances entre les corps. À la fin, le magistrat rédige une décision. Classement sans suite, classement pour cause d'auteur inconnu, classement pour cause de décès de l'auteur, ou classement faute d'éléments. C'est ce dernier cas ici. Ivanov fait tout cela. Il interroge, il mandate. Il convoque même à un moment une conférence de presse locale pour relancer les recherches et appeler à témoignage. Rien dans son instruction n'est bâclé. Rien n'est caché. Tout est consultable, depuis les années 90, aux archives d'État de la région de Sverdlovsk. C'est un dossier épais, polycopié, avec ses pages numérotées, ses pièces annexées, ses procès-verbaux. Un dossier soviétique classique. Le 28 mai 59, Ivanov signe la décision de classement. Elle tient, en russe, en 9 mots devenus célèbres. Les touristes ont péri sous l'effet d'une force élémentaire à laquelle ils n'étaient pas en mesure de résister. Force élémentaire. Insurmontable. 9 mots en guise de réponse. Et c'est sur ces 9 mots que tout va se construire. Qu'est-ce qu'une force élémentaire, en février, dans l'Oural, à 1100 mètres, qui tue 9 jeunes en quelques heures, qui les fait fuir sans chaussures hors de leur tente, qui brise des côtes sans laisser de marque, qui brûle des mains et laisse des corps à différentes distances. Une avalanche, le vent, une boule de feu venue du ciel. La formule d'Ivanov ne tranche pas. Elle n'a pas à trancher. Elle n'a pas la prétention de dire ce qui s'est passé. Elle dit, en langage administratif soviétique, que les causes naturelles ou accidentelles, suffisamment puissantes pour expliquer la mort, sont celles que l'on appelle forces élémentaires, en météorologie soviétique, avalanche, tempête, crue, etc. Et qu'à défaut d'autres explications, c'est cette catégorie-là qui s'applique. La formule est imprécise. Elle est même un peu ridicule. Mais elle n'est pas mensongère. Voilà le secret réel. Pas un complot, pas une dissimulation, juste une formule vague, signée par un magistrat qui ne savait pas, et qui n'avait pas les moyens de savoir. Et, derrière cette formule, un dossier réel, conservé, consultable, jamais fait pour disparaître. Maintenant, ce qui se passe ensuite. En 91, l'Union soviétique se disloque. Les archives s'ouvrent, lentement, par à-coups. C'est la glasnost, c'est la perestroïka, c'est la chute. Et Ivanov, à ce moment-là, est à la retraite. Il vit à Kostanay, au Kazakhstan. Il publie, en 90, dans le journal local, un article où il évoque, pour la première fois publiquement, des sphères lumineuses qu'il aurait aperçues, personnellement, au-dessus du Kolatsiak, dans les semaines qui ont suivi la découverte des corps. Des sphères, jaunâtres, dit-il, suspendues dans le ciel. Il n'en avait jamais parlé pendant l'instruction. Il en parle maintenant, à la fin de sa carrière. C'est un témoignage rétrospectif, non étayé, et qu'il ne rattachera jamais, dans son article, à une cause. Il mourra en 97, sans avoir livré plus de détails. Cet article fait beaucoup. Trop, peut-être. Parce que, dans l'imaginaire qui se forme à ce moment-là, des sphères lumineuses au-dessus d'un lieu où 9 personnes sont mortes, ça ne peut être qu'une chose. Une arme, ou un véhicule, ou un phénomène lié à une opération militaire secrète.
Et c'est ainsi que commence, véritablement, la légende. En 2019, le parquet général de la Fédération de Russie, à la demande de proches et d'historiens, rouvre une vérification. C'est un acte procédural, pas une réouverture d'instruction. Le parquet désigne un groupe d'experts, relie le dossier, mandate des analyses complémentaires. En juillet 2020, il conclut. Conclusion officielle, avalanche de plaques de faible ampleur, suivie d'une perte d'orientation dans le blizzard. Le parquet dit aussi que les 9 personnes sont mortes d'hypothermie. Il ne dit pas que la cause est certaine, il dit que c'est la cause la plus cohérente avec l'ensemble des éléments. C'est un langage prudent, qui n'a rien de spectaculaire. Maintenant, il faut corriger ce que la légende, en 25 ans, a déformé. Premier point. Youri Andropov. La légende le fait agir en 59. Elle dit qu'il dirige le KGB à l'époque, qu'il couvre l'affaire, qu'il signe plus tard, en 80, la prolongation du secret. Vérification, Andropov ne prend la tête du KGB qu'en mai 1967, soit 8 ans après la mort des 9 randonneurs. En 59, il dirige le département du comité central chargé des relations avec les partis communistes des pays socialistes. Il n'a rien à voir avec cette affaire. Il meurt le 9 février 1984. La légende lui prête, en 80, une visite personnelle aux archives de la Loubianka pour retirer un dossier aux mortes. Aucun document consultable ne mentionne une telle visite. Aucune source primaire ne la confirme. C'est une invention. Deuxième point, le nom du Kolat-Syakhl. La légende, et beaucoup de récits grand public, le traduisent par « la montagne maudite ». Vérification, la traduction la plus courante en linguistique finno-ougrienne est « la montagne morte ». C'est un sommet nu, sans gibier, sans bois, où rien ne pousse. Ce n'est pas une malédiction, c'est un paysage. La légende d'un lieu interdit aux Mansi, qui chassait les intrus, n'apparaît qu'à la fin des années 90 dans la littérature conspirationniste. Elle n'a aucun fondement dans les traditions Mansi attestées. Les Mansi d'ailleurs ont été soupçonnés au tout début de l'enquête, puis totalement mis hors de cause dès 59. Les sauveteurs n'ont relevé aucune trace de présence humaine autre que celle des randonneurs. Troisième point, le sommet visé. La légende et certains récits l'appellent Atorten. Vérification, il s'appelle Lotorten. Le nom est attesté dans les cartes topographiques soviétiques de l'époque. Le Kolat-Syakhl est un sommet secondaire, situé à une dizaine de kilomètres au sud de l'Otorten, sur le trajet prévu. La confusion entre Otorten et Atorten est une erreur de transmission qui circule depuis les années 90. Quatrième point, la tente. La légende et beaucoup de récits mal informés la disent trouvée intacte et debout. Vérification, elle était à moitié affaissée, couverte de neige, aplatie sous le poids de février. Lacérée depuis l'intérieur, oui, mais pas debout, pas intacte, pas spectaculaire à la manière d'un décor de film. C'est une tente morte dans la neige, comme il y en a des milliers dans l'Oural en fin d'hiver. Cinquième point, l'avalanche. La légende, et même certains commentateurs sérieux, l'ont dite exclue des 59. Vérification, l'hypothèse d'une avalanche a été discutée dès le début de l'instruction. Elle n'a pas été tranchée. Ce qui est exclu en 59, c'est l'avalanche de vallée, massive, de grande ampleur. Ce qui n'est pas exclu, c'est la plaque de faible ampleur, localisée, sur un versant à faible pente, celle qui sera modélisée en 2021 par les chercheurs que l'on verra dans la partie suivante. Voilà le vrai secret donc. Pas un complot. Juste des erreurs accumulées, des noms déformés, des dates déplacées, des hypothèses grossies, des silences administratifs que l'imaginaire a comblés. Et 2 noms, Ivanov et Vozroïdeni, qu'il faut traiter avec respect. C'étaient des fonctionnaires réels, avec des familles réelles, des carrières réelles, des limites réelles. Ivanov a instruit dans les règles de son temps.
Vosroïdeni a autopsié dans les règles de son temps. Aucun des deux n'a fabriqué de fausses conclusions. Aucun des deux n'a couvert une opération. Aucun des deux n'a trahi son serment. Ils ont fait ce que la procédure soviétique leur demandait de faire. Et ils l'ont fait honnêtement. Si le résultat est maigre, c'est que la procédure soviétique, en 59, n'avait pas d'autre langage que ces 9 mots. Voilà ce qu'il faut nommer honnêtement. Pas une vérité éclatante, une vérité modeste, qui ne console pas, qui n'exalte pas, qui ne fait pas de cette nuit une nuit de science-fiction. Une vérité où il fait froid, où les gens sont sortis sans leurs chaussures, où certains ont essayé de se réchauffer sous un arbre mort, où d'autres ont monté un plancher avec leurs mains, où la neige les a pris un par un. Dans la partie suivante, on va entrer dans ce que la science écrit aujourd'hui. La plaque de neige, modélisée par des chercheurs en 2021. Ce qui reste réellement inexpliqué et qu'il faut nommer honnêtement aussi. Et pourquoi, malgré tout, la légende pèse plus lourd que la vérité. En janvier 2021, une étude paraît dans une revue du groupe Nature. Elle est signée par 2 chercheurs, Johan Gaume, physicien des neiges à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et Alexander Puzrin, ingénieur à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Elle ne parle pas de fusées, ni de gaz, ni d'armes secrètes. Elle parle d'une plaque de neige. C'est la première fois, depuis 62 ans, que des scientifiques prennent le terrain du Kholat Syakhl. Les relevés topographiques des sauveteurs, les conditions météo de la nuit, et ils en font un modèle numérique. Un modèle qui calcule, à partir des données réelles du versant, ce qu'une plaque de neige de quelques centaines de mètres carrés, sur une pente douce, peut produire comme contrainte sur une tente, et sur les corps allongés à l'intérieur. Le résultat est précis. Une plaque de cette ampleur, sur ce type de versant, peut produire exactement le type de fracture thoracique constatée sur Dubinina et Zolotaryov, bilatérale, symétrique, sans lésion externe, sur des corps allongés, sur un plancher rigide. Elle peut aussi produire la fracture du crâne de Thibaut Brignol, par la projection d'un objet ou par la compression de la tête contre un élément du plancher lors d'un mouvement brusque. Le modèle ne dit pas que la plaque a eu lieu. Il dit que, si elle a eu lieu, elle suffit à expliquer les lésions observées. Et c'est la première hypothèse, depuis 62 ans, qui ne demande rien d'autre que la météo de cette nuit-là et le terrain en contrebas. Voilà ce qu'on appelle, en science, une hypothèse vérifiable. Pas une preuve, pas une certitude, une cohérence. La cohérence, c'est beaucoup. C'est même, dans une affaire comme celle-ci, le maximum qu'on puisse atteindre. Reprenons l'enchaînement depuis le début, avec cette hypothèse comme fil. Le groupe monte sa tente le 1er février au soir, sur un versant à faible pente, sous le Kholat Syakhl. Le versant est chargé de neige accumulée par le vent des jours précédents. La nuit tombe. La température descend. Les occupants s'endorment ou commencent à dormir. À un moment, dans la nuit, une plaque de neige de quelques centaines de mètres carrés se détache au-dessus d'eux. Elle ne les ensevelit pas entièrement. Le modèle montre qu'une plaque de cette ampleur, sur ce type de pente, ne glisserait pas loin, mais qu'elle viendrait frapper la tente, la comprimerait brièvement, puis s'arrêterait, à moitié répandue sur le sol. La compression, sur les corps rallongés à l'intérieur, est brève mais intense. C'est elle qui produit les fractures. Et c'est là que commence la panique. Une douleur thoracique dans le noir, sans qu'on comprenne pourquoi. La sensation que quelque chose vient d'arriver. La tente qui pousse, qui cède, qui se déchire. Le froid qui entre d'un coup. La neige qui pénètre. Les occupants se lèvent. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas le temps de comprendre. Ils voient la toile se déchirer depuis l'intérieur. Ils voient la nuit dehors. Et ils fuient. Sans leurs chaussures. Sans leurs vestes. Comme on fuit un incendie. Comme on fuit un tremblement de terre. La fuite désordonnée. Sans but. Dans le noir. À moins 35 degrés.
9 personnes qui courent dans des directions différentes, parce que la panique c'est ça, c'est la divergence des réflexes. Les 5 premiers se retrouvent, ou se rejoignent, plus bas, sous le grand cèdre. C'est un point de repère. C'est un point où il y a du bois mort, où l'on peut essayer de faire du feu. Krivonitchenko et Dorotchenko y parviennent, un peu. Ils ont des brûlures aux mains, la preuve de tentatives désespérées, avec des moyens dérisoires, sans allumettes sèches, sans bois approprié. Le feu ne tient pas, le froid les prend. Ils s'effondrent, l'un contre l'autre, et meurent là. Diatlov, Kolmogorova, Slobodine, eux, n'atteignent pas le cèdre. Ils s'arrêtent plus haut, à mi-pente, et essaient de remonter vers la tente. Pourquoi remonter ? Peut-être pour récupérer des vêtements, peut-être pour chercher les autres, peut-être pour comprendre. Ils n'y arrivent pas. Le froid, l'épuisement, la perte d'orientation les prennent. Ils meurent tournés vers le camp, comme l'a noté Slobtsov, le sauveteur, dans son procès-verbal. Les 4 derniers, Dubinina, Zolotariov, Kolevatov, Thibaut Brignol, descendent plus bas encore, dans un ravin où il y a des arbres, où il y a du bois, où il y a un ruisseau saisonnier. Ils construisent, avec ce qu'ils ont, un petit plancher de branches pour s'isoler du sol. Ils essaient de survivre. Zolotariov, le plus âgé, le plus aguerri, prend sans doute la direction. Mais le froid, à ce stade, est une chose contre laquelle on ne peut plus rien. Et puis il y a le feu impossible, l'abri insuffisant, l'épuisement. Et puis il y a la nuit qui dure. Il meurt là, à des heures différentes, au fond du ravin que la neige finira par recouvrir. Voilà l'enchaînement. Il est sobre. Il est cohérent avec les traces. Il est cohérent avec les autopsies. Il est cohérent avec la météo. Il est cohérent avec le terrain. Il rend compte de chaque corps, à sa place, dans sa position, avec son histoire. Et il laisse, malgré tout, des questions. La première, pourquoi la plaque s'est-elle déclenchée précisément à cet endroit, précisément ce soir-là ? Le modèle ne le dit pas. Il montre que c'était possible. Il ne montre pas que c'était inévitable. La météo de cette nuit-là n'était pas exceptionnelle. Du froid, du vent, de la neige, comme il y en avait eu les jours précédents. Il aurait fallu un déclencheur. Un coup de vent un peu plus fort, une variation de température, une surcharge locale. Rien dans les archives météo ne permet de l'identifier avec certitude. La deuxième, pourquoi les secours ont-ils tardé près de 2 semaines alors que le retard de retour dépassait la norme ? Le programme de la randonnée prévoyait un signe de vie le 12 février. Le silence est constaté à la mi-février. Les recherches commencent le 20 février. Il y a presque 15 jours entre le silence et le début des recherches sérieuses. C'est long. Trop long pour des jeunes gens dont les parents s'inquiètent. Pourquoi ce délai ? La réponse soviétique est procédurale. Il fallait d'abord vérifier, mobiliser, obtenir les moyens. La réponse humaine est plus simple. On se ment à soi-même. On espère que le retard est normal. On repousse le moment d'agir. La troisième. Pourquoi l'instruction soviétique a-t-elle choisi une formule aussi peu informative ? 9 mots. C'est court. C'est presque une parodie de réponse. Mais c'est le langage de l'époque. Le soviétique de 59 ne dit pas « je ne sais pas ». Il dit « la cause est naturelle et insurmontable ». C'est une forme. Elle ne cache rien. Elle dit, en creux, qu'on n'a pas identifié de cause humaine. Voilà ce qui reste réellement inexpliqué. 3 questions. Elles sont honnêtes. Elles n'appellent pas de réponse sensationnelle. Elles appellent une réponse modeste. On ne sait pas tout, on ne saura peut-être jamais tout, et c'est supportable. Voilà ce que la légende ajoute, elle. Un récit d'état vilain, de fusées, de gaz toxiques, de couverture militaire, de liquidation de témoins, de visite d'Andropov aux archives, d'échéance à 2034. Tout cela, à la mesure d'une époque, la nôtre, où l'on consomme du complot comme on consommait
en 59, de l'idéologie. Avec la même soif d'explication totale, le même refus de l'incertitude, la même terreur devant le vide. Voilà ce que la vérité enlève. Elle enlève les effets spéciaux. Elle enlève la fusée. Elle enlève le gaz. Elle enlève le commandant de polygone. Elle enlève la liste de 27 témoins liquidés. Elle n'enlève pas l'effroi. Elle n'enlève pas la nuit. Elle n'enlève pas les 9 noms. Le monument aux 9 se trouve au cimetière Mikhailovskoï de Yekaterinbourg, l'ancien Sverdlovsk. 9 stèles alignées, 9 noms gravés, 9 visages photographiés en noir et blanc dans les dernières années de leur courte vie. À côté d'eux, depuis 2013, repose Youri Youdin. Il avait demandé à être enterré là, parmi eux. Il avait vécu 54 ans de plus qu'eux. Il avait porté cette histoire, à sa manière, jusqu'au bout. Youri Youdin, 21 ans en 59, mort le 27 avril 2013 à 75 ans. Il est le seul à avoir réchappé. Il est le seul à avoir vu, dans les dernières années, le visage de cette affaire devenir autre chose que ce qu'il était. Il savait, sans doute, que la vérité technique, la plaque, le froid, la fuite, n'étaient qu'un squelette. Il savait que les corps, sous la neige, gardent leur dignité. Il savait qu'on ne réveille pas les morts en leur inventant des assassins. Voilà ce que ce film veut laisser. Non pas la fusée, non pas le gaz, non pas le KGB. Les noms, rendus aux personnes qu'il désigne. Igor Dyatlov, 23 ans, 5e année de radioélectronique, chef de groupe, le dernier à écrire dans le carnet. Zinaïda Kolmogorova, 22 ans, 5e année de radiotechnique, tournée vers la tente, dans la neige. Lyudmila Dubinina, 21 ans, 4e année à la faculté de construction, le corps qui a fait couler le plus d'encre, le corps qui a fait le plus souffrir les sauveteurs qui l'ont retrouvé, 3 mois plus tard, dans l'eau du ravin. Georgi Krivonitchenko, 24 ans, le diplômé qui avait travaillé à Mayak, le seul dont les vêtements portaient une contamination, le seul qui ramenait dans la montagne une histoire qui n'était pas celle de la randonnée. Alexandre Kolevatov, 24 ans, faculté de physique et technologie, discret, silencieux. Roustem Slobodine, 23 ans, retrouvé le 5 mars, seul, sur le versant. Youri Dorochenko, 21 ans, mort sous le cèdre, les mains brûlées d'avoir essayé de faire du feu. Nikolai Thibault Brignol, 23 ans, la fracture du crâne, sans plaie, sur le plancher de branche du ravin. Semyon Zolotaryov, 38 ans, instructeur, l'homme qui avait 10 à 15 ans de plus que les autres, l'homme dont le parcours a fait travailler les imaginations, et qui, comme les 8 autres, est mort cette nuit-là, dans le froid, sans personne pour le sauver. 9 noms, 9 personnes. Et une nuit de février 1959, sur un versant à faible pente du Kolatsiak, où la neige, un soir, a cédé sous son propre poids.